Pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Talmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Talmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de Pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième saison de Pèlerinage, le podcast où la spiritualité, le développement personnel et le leadership se rencontrent sur le chemin de la transformation intérieure. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une âme lumineuse qui a su allier les mots à la quête de sens, les arts à l'exploration de l'âme. Elle est native de Montréal. Aujourd'hui, elle réside à Gatineau. Et son parcours est une véritable mosaïque de passion. Rédactrice, réviseur, artiste, entrepreneur, blogueuse et coach de vie en devenir, elle a su façonner une vie où l'amour des mots et l'accomplissement de soi se conjuguent au quotidien. Mariée depuis 21 ans à son âme sœur et mère de 5 enfants, elle nous montre que la spiritualité n'est pas seulement une quête individuelle, mais aussi une danse en famille, une symphonie qui résonne à travers chaque aspect de l'existence. Aujourd'hui, nous allons explorer avec elle le pouvoir de la spiritualité dans la vie quotidienne, les blessures transgénérationnelles et le cheminement vers la guérison intérieure. Mesdames, Messieurs, rejoignez-moi pour accueillir Sylberte Desrosiers. Bonjour Sylberte et bienvenue au podcast Pèlerinage. Bonjour. Et ça fait du bien de retourner. Le podcast Pèlerinage, c'est comme un retour à la maison. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en plus, je t'écoutais dire la biographie. Là, je disais, ah non, il faut que j'aille corriger ma biographie. Là, parce que là, on n'est plus mariés depuis 21 ans, on est rendu à 24 ans. Là. Wow, mon Dieu, c'est vrai. C'est à 24. On vient de fêter 24 ans. C'est 24. 2 plus 4, ça fait 6. Mais c'est ça. Mais 26 ans de couple, mais 24 ans de mariage. 24 ans de mariage. Yes. Et 2 plus 6, ça fait 8. C'est l'infini. Que l'amour continue de vous guider. Et puis, ouais, c'est ça. Parfait. En tout cas, merci Sylberte. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Sylberte, les blessures transgénérationnelles c'est un sujet profond et complexe. Comment tu as été introduite à cette notion et quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à explorer cette dimension dans ta vie? Je vais te dire très franchement, j'aime qu'on me demande c'est quoi l'élément déclencheur ou bien comment est-ce que j'ai été introduite à ça parce que je l'ai appris, j'ai appris ce que c'était, disons, comment on dit ça, en frappant un mur de briques. Moi, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était. Okay. C'est en vivant certaines situations, en vivant comment ça s'appelle, les impacts de mes blessures, en étant directement, comme on dit, dans le milieu de tout ça, là, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, c'est vraiment, mon Dieu, c'est quoi, en 2013? Oui, 2013. C'était pendant un de mes cours de communication, de communication publique, en fait, là. Écoute, c'est quelque chose, tu vois. Puis d'ailleurs, il faut commencer par dire que le concept de blessure émotionnelle, blessure transgénérationnelle,
c'était un concept très abstrait par chez moi, comme on connaissait pas ça, là, OK? Mhm. Mais c'est vraiment la situation que j'ai vécue, pour faire une histoire courte, c'est que je vais faire une présentation devant la classe et j'avais tout pour avoir la note parfaite. Je me suis préparée. C'est sûr qu'il y a eu quelques on peut dire des petits anicroches qui auraient fait que j'aurais pu ne... Mais en fait, ça m'a déstabilisé un peu, si on veut, mais j'ai quand même donné mon 110%, on s'entend là, OK? OK. Mais à la fin de ma présentation, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai quand même, comme je te dis, j'ai donné mon 110%. À la fin de la présentation, tout le monde était unanime, c'était beau, c'était bon, c'était parfait. J'avais tellement de beaux commentaires, mais le problème, c'est que ça n'est pas resté là. Tu comprends? Mhm. Il y a une dernière personne, il y a un élève qui a levé sa main et qui a dit, venant d'elle, je m'attendais à mieux. Mhm. Tu vois, on s'entend que pour certaines personnes, ces mots-là, ça n'aurait pas eu tant d'impact que ça. La personne a dit, ben écoute, si t'as pas aimé ma présentation, ben tant pis pour toi, ça dérange pas. Mais moi qui à l'époque était en mode survie, ça a automatiquement été réouvrir une blessure que je ne savais même pas qui existait. OK? Donc, quand l'élève a fait ce commentaire-là, je suis retournée m'asseoir et j'ai plus dit un mot. Tandis que normalement, dans cette classe-là, c'était moi la maman, si on veut, là. Donc, j'étais toujours prête à encourager les autres. Oh, c'est pas grave. Tu sais, c'est juste un petit obstacle. Inquiète-toi pas. Tu vas te remettre sur pied. Tu comprends? C'est moi qui faisais ça à l'habitude. Mais après ce commentaire-là, j'ai arrêté de parler. J'ai plus rien dit. Je me suis assise. Puis, j'aime utiliser la comparaison. Je me suis refermée comme une moule qui essayait de protéger sa perle. C'est vraiment comme ça que je me suis sentie. OK? Et à la fin de la classe, le professeur est venu me voir et c'est là elle m'a dit, écoute, premièrement, j'aimerais ça m'excuser. Et déjà là, moi, j'étais sur la défensive parce que quelqu'un en situation d'autorité qui s'excuse, je connaissais pas ça. Mhm. OK? Donc, elle m'a dit, je m'excuse, j'aurais dû te laisser reprendre tes esprits complètement avant de te faire ta présentation devant la classe. Donc, pour ça, je m'excuse. Mais malgré tout, je peux te le dire que tu as eu une sacrée bonne note et même probablement la meilleure note de la classe. Tu vois? Mhm. Mhm. Mais ça, ces mots-là, normalement, c'est supposé t'encourager. C'est supposé te dire, ah, ben, tu vois, malgré tout, ça a bien été. Mais moi, ça a eu l'effet contraire sur moi. Au contraire, je me suis dit, OK, donc là, j'ai une bonne note, mais c'est quoi le mais? Qu'est-ce qui vient après, là? Tu comprends? Mhm. Et c'est là, elle m'a regardée, puis elle me voyait vraiment, elle voyait que mon visage changeait, là. Tu comprends? Et là, elle m'a dit, tu sais quoi? Regarde. Moi, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé quand l'élève a levé sa main et qui t'a fait le commentaire parce que j'ai vu comment tu as réagi. Mais toi, est-ce que tu as compris ce qui se passait? Tu comprends? Puis là, c'est là que j'ai comme eu mon ah moment, si tu veux, là. OK? Là, j'ai pas compris nécessairement la question, mais elle me l'a répété dans d'autres mots. Elle m'a dit, quand il a levé sa main, c'est pas lui que tu as vu, n'est-ce pas? Puis dès qu'elle a dit ça, les larmes se sont mises à couler. OK? Elle m'a dit, quand il a levé sa main, c'est pas lui que tu as vu, c'est plus son visage que tu voyais. Tu voyais les fantômes du passé, tu voyais tous ces gens qui t'ont dit que tu serais jamais à la hauteur, tous ces gens qui t'ont toujours rabaissé, tous ces gens qui t'ont dit que tu vas toujours finir deuxième ou dernière, mais jamais tu seras la première. Mhm. Et quand elle m'a dit ça, écoute, là, les larmes ont vraiment, mais vraiment coulé, comme un robinet, là, OK? Mhm. Mais jusqu'à présent, comme je te dis, moi, je pleure, mais je ne sais toujours pas pourquoi ces mots-là me font pleurer, là, OK? Et c'est ensuite, elle m'a laissé pleurer. C'est là qu'elle m'a dit, ce qui t'arrive là présentement, ça s'appelle des blessures émotionnelles. Et c'est tes blessures qui sont en train de parler, c'est tes blessures qui t'ont fait réagir comme tu as réagi. C'est là qu'elle m'a, et là, écoute, encore une fois, comme je te dis, blessure émotionnelle, c'est quoi ça, OK? Et c'est là qu'elle m'a dit, maintenant que tu le sais, je t'offre le choix.
C'est soit tu viens avec moi, je continue de t'aider et je te montre comment ça s'appelle, comment arriver à la guérison, ou tu choisis de ne rien faire par rapport à ça, mais tout en sachant que tes blessures vont toujours être là derrière toi comme l'épée de Damoclès, comme on dit là, tu comprends? Comme un nuage gris qui te suit partout, elles vont toujours être là. Donc, dans différentes situations, tu vas voir que tu vas réagir très fortement pour des situations qui seraient normalement anodines. Mais là, la différence, c'est que tu le sais. Tu comprends? Et tu vois, c'est là que j'ai compris c'était quoi. C'est même pas là que j'ai compris, c'est là, en fait, comme que j'ai été introduite au mot blessure émotionnelle. Mhm. C'est là que j'ai compris qu'il y avait des conséquences, qu'il y avait des séquelles. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'avais. C'est là qu'en fait, ça a commencé la bataille entre est-ce que je reste en mode survie ou je commence à vivre. OK? Et normalement, là, quelqu'un qui vit ça, quelqu'un qui voit ça, la personne te tend la main, là. OK? Mhm. N'importe qui aurait dit, tu sais quoi, oui, je suis prête, on y va, let's go, je veux en finir avec tout ça, je veux mieux aller. Mais moi, la première réponse qui est arrivée, c'est non. J'ai dit non, c'est correct, ça va aller. Elle m'a dit, écoute, je te donne mon numéro de téléphone, je te donne toutes les informations, savoir comment est-ce qu'on va commencer à travailler là-dessus, mais le choix te revient. Je suis rentrée à la maison, j'y ai pensé. Écoute, tout sur le chemin de l'école, là, de l'école à la maison, je pleurais encore, là. Je pleurais encore, sa voix résonnait encore dans ma tête. Tu vois, il y a plein de pensées qui sont arrivées dans ma tête, mais malgré tout, j'ai dit non. Ça m'a pris au moins 2 ou 3 jours, peut-être même plus que ça, pour finalement l'appeler pour lui dire, oui, je suis prête, let's go, on travaille là-dessus. Mais malgré ça, je savais toujours pas ce que c'était exactement et je connaissais pas non plus l'ampleur du travail. Ça, je l'ai su après, quand j'ai Mhm. commencé en fait. Parfait. Fait que je sais pas si je réponds à ta question, Oui, 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 oui. mais c'est comme ça que j'ai été introduite. Parfait. Ton cheminement spirituel semble être un pilier central de ta vie. Mhm. Est-ce que tu peux partager aussi avec nous le moment où l'expérience qui t'a véritablement lancé sur cette voie spirituelle? Quand est-ce que tu, par exemple, tu décides que il y a l'expérience avec les blessures transgénérationnelles, mais quand est-ce que, par exemple, tu décides que, ok, moi, je veux vraiment faire le chemin, je veux prendre un chemin spirituel pour aller découvrir véritablement qui je suis. En fait, tu vois, déjà, je vais te répondre en disant que longtemps, j'ai pensé que spiritualité et religion, c'était des synonymes. Mhm, Tu comprends? mhm, Donc, moi, je me disais, le fait que j'ai grandi dans une famille protestante qui était très ancrée dans la religion, pour moi, je pensais que mon cheminement spirituel, c'était ça. Mais j'avais pas compris que c'était pas ça du tout. Tu mhm. comprends? Et c'est vraiment quand j'ai débuté justement le processus de guérison émotionnelle, là, il a fallu que je trouve des trucs, il a fallu que je me trouve des outils pour pas retomber dans les mêmes patterns, dans les mêmes schémas toxiques. Et une des façons qui m'a aidée, c'était la méditation. Ok. OK? Donc, il est arrivé un moment où est-ce que j'avais tellement de stress, j'avais tellement d'anxiété, j'avais tellement... c'est comme si comme on dit, les démons veulent sortir. Comme on dit, les démons veulent sortir, mais ils veulent rester à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, tu comprends, il y avait tellement de changements en moi qu'à un moment donné, je pensais que j'allais perdre le nord, littéralement, là. OK? Donc, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à communiquer. C'est comme si j'étais littéralement zombifiée par ce que je vivais. OK? Et là, ce qui est arrivé, c'est que Chérie, qui, d'ailleurs, en passant, c'est très important une petite parenthèse, c'est très important dans le processus de guérison d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Ça, c'est très, très important. OK? Mhm. Moi, j'ai cette chance-là avec mon mari. Donc, tu vois, lui, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais quoi? Il dit, je pense que tu devrais aller essayer de te ressourcer un peu
aller méditer, faire quelque chose parce que là, ça va pas bien. OK? Et moi, je me suis dit, regarde, j'ai pas le temps là pour méditer. J'ai plein de choses à faire parce qu'on s'entend. Quand tu entames le processus de guérison, comme je te dis, ton cerveau fonctionne à 1000 à l'heure là. OK? Yeah. Mais j'ai dit, tu sais quoi, regarde, je vais prendre 15 minutes maximum. Je vais aller essayer son super truc de méditation. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça fonctionnera pas. On va voir. Mhm. Mais je suis allée dans la pièce, écoute, la pièce la plus sombre de la maison, qui a même pas de fenêtre, OK, qui est en fait le studio de chérie, là. Je suis rentrée dans la pièce, OK, j'ai fermé la porte, j'ai éteint la lumière, j'ai dit, OK, let's go, let's do this. 15 minutes and I'm out, OK? Mais écoute, ce que j'ai vécu dans cette pièce-là, un jour, je pense, il faudrait littéralement que j'écrive un livre, tellement j'ai vécu plusieurs choses dans la pièce, OK? Ma méditation qui était supposée durer 15 minutes, elle a duré 2 heures. Wow. OK? Écoute, j'ai fait 2 heures dans le noir à méditer, oui, mais à prier en même temps. Et c'est là que j'ai compris que la prière que je connaissais et la méditation, c'est pas synonyme, c'est vraiment complémentaire. Tu vois, la spiritualité, la religion, c'est complémentaire. Mhm. OK? Et c'est là que je me suis dit, OK, là maintenant que j'ai fait 2 heures dans le noir avec moi-même, sans avoir peur d'être avec moi-même et d'être seule avec moi-même, j'ai dit, tu sais quoi, ça c'est le premier pas. Allons voir qu'est-ce qu'il y a plus loin. Et c'est là que j'ai vraiment poussé mon côté spirituel. Tu comprends? Le côté spirituel, là, on parle vraiment d'apprendre, oui, mais également de comprendre. Tu comprends? Ouais. J'ai commencé avec mon ouverture aux autres, mon ouverture à moi-même, la bienveillance envers moi-même. Tu vois, c'est là que j'ai commencé à aller sur ce chemin-là et que j'ai compris tout ce que la spiritualité pouvait apporter. J'ai compris vraiment la beauté de tout ça. Tu comprends? Donc, c'est vraiment, comme je dis, en frappant un autre mur de briques, si on veut, Ouais. que j'ai compris ça. Tu Parfait. vois, puis écoute, je suis bien heureuse, là, mais Hum, comment, par exemple, tu définirais les blessures transgénérationnelles? Quelles en sont, selon vous, les origines principales dans le cadre familial? OK. Déjà, tu vois, ça le dit un peu transgénérationnel, donc ils se transmettent de génération en génération. Mais je dirais que ces blessures-là, en fait, sont des traumatismes, OK? Ou des émotions négatives qui sont non résolues et qui vont se transmettre d'une génération à l'autre, mais ça se transmet souvent de manière inconsciente, pardon, tu vois? Mhm. Parce qu'elles vont trouver leur origine, des fois, tu vois, ce sont des événements traumatiques qui sont vécus non pas seulement par nos parents, mais ça peut avoir été des traumatismes vécus par nos ancêtres, donc nos arrière-grands-parents. Ça peut être des générations et des générations avant. Donc, ça peut être, par exemple, la guerre, la violence, les abus. Ça peut remonter jusqu'à l'esclavage même. Tu comprends? Ça peut être des expériences d'abandon, de rejet. Parce que souvent, on va penser que ces traumatismes-là, c'est directement de la mère à l'enfant. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Des fois, les traumatismes, en fait, vont sauter des générations. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ces traumatismes-là, ils laissent une empreinte émotionnelle, mais aussi comportementale qui vont influencer les descendants. Puis ça, c'est ça qui va créer des schémas répétitifs, des schémas de souffrance. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, il peut avoir un enfant qui a peur de l'eau. Tu vas voir, tous Mhm. ses frères et sœurs savent nager, ils n'ont aucun problème, mais cet enfant-là a peur de l'eau et n'aime pas s'approcher de l'eau. Donc, parfois, on va se poser la question, mais voyons pourquoi cet enfant-là a peur comme ça. Et quand on fait des recherches, on réalise que il y a un des ancêtres de la famille, soit qui s'est noyé ou qui a eu une mort violente avec de l'eau, une expérience traumatisante avec l'eau. Et cette empreinte émotionnelle-là, l'enfant comment ça s'appelle, l'enfant l'a eu. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis que ça va souvent des anciennes générations. Il y a des comportements qu'on a
Et on regarde nos parents, on dit, mais pourtant, ma mère n'est pas comme ça, mon père n'est pas comme ça. Mais ce Mhm. comportement-là, on l'a hérité d'un arrière, arrière, arrière-grand-père, arrière, arrière-grand-mère. Là. Tu comprends? Donc, c'est Ouais, je vraiment comprends. comme ça que je le décrirais. Mhm. Mais comment ces blessures héritées peuvent-elles entraver ou au contraire enrichir notre chemin spirituel? Tu vois, si je prends mon exemple à moi, c'est vraiment, si je donne l'exemple, par exemple, comme mon professeur a dit, je te donne le choix. Tu vois, j'aurais pu utiliser ça pour entraver complètement mon chemin en me disant, tu sais quoi, regarde, tant pis, ça fait longtemps que je suis comme ça, je vais rester ainsi, ou l'enrichir. Moi, j'ai choisi de l'enrichir. Parce que ce qui arrive, c'est que les blessures émotionnelles vont créer des blocages émotionnels chez nous, ou bien des peurs inconscientes, tu sais, des peurs et des blocages qui vont limiter notre capacité à nous épanouir, notre capacité à vivre réellement la vie qu'on veut, qu'on souhaite ou qu'on doit vivre. Tu comprends? Mhm. Mais ces blessures-là, si on les identifie, si on les travaille bien, elles peuvent enrichir notre parcours. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous offre non seulement une opportunité de guérison, ça nous offre une opportunité de nous transformer, ça nous offre une opportunité d'avoir une meilleure croissance personnelle, croissance spirituelle aussi en même temps. Puis ce processus-là de guérison, ce que ça fait, c'est que ça va devenir un catalyseur, si on veut. Donc, ça va permettre une connexion plus profonde avec soi-même. Et quand on a une meilleure connexion avec soi-même, c'est là qu'on a une meilleure compréhension des autres. Toi, quand on dit aime-toi d'abord et ensuite tu vas savoir comment aimer les autres et tu vas savoir comment tu souhaites que les autres t'aiment et tu vas reconnaître aussi quand quelqu'un t'aime. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tout part de soi. Donc, c'est pour ça, ces blessures-là, en fait, comme je disais, ça va vraiment aller avec notre choix. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Tu sais, quand on dit aussi parfois, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est comment on décide de réagir à ce qui Mhm. nous arrive. À ce que nous Mais arrive. les blessures, c'est la même chose. OK. Et quels signes ou patterns répétitifs dans notre vie peuvent nous alerter sur la présence de blessures transgénérationnelles non résolues? Les signes qu'on peut voir dans ces moments-là, c'est vraiment, ça va être des schémas récurrents de comportements, souvent qui sont destructeurs. Donc, tu vas voir, la personne va arriver devant une situation et elle va réagir toujours de la même façon. Donc, on voit souvent des gens, par exemple, qui font de l'auto-sabotage. Mais l'auto-sabotage arrive toujours au même moment. Puis Mhm. ça peut être aussi simple que, par exemple, quelqu'un est dans une relation, mais quand je dis relation, ça peut être autant amical, professionnel ou personnel, Mhm. amoureuse plutôt. Et exemple, dès que la personne lui fait un compliment qui est doux, la personne n'est tellement pas habituée à ça qu'elle va automatiquement chercher à faire de l'autosabotage. Donc, on va se dire, OK, donc s'il m'a donné ce compliment-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de souffrant qui s'en vient après. Donc là, tu m'as dit que tu me trouves jolie, mais c'est parce que tu vas m'annoncer que tu me quittes. Tu comprends? Donc, Oui. les schémas comme ça peut nous montrer qu'on a des blessures non résolues. D'autres choses aussi, ça va être des peurs irrationnelles, des choses qui ne devraient pas nécessairement nous faire peur, mais qu'on en a une peur bleue. Tu comprends? Des choses anodines. Ça peut être aussi des difficultés relationnelles. Comme je dis, il y a des certaines personnes qui vont nous rappeler, par exemple, nos parents. Il y a, par exemple, si un de nos parents est celui qui nous a causé le plus de blessures, dès qu'on rencontre quelqu'un qui, selon nous, ressemble à cette personne-là, Mhm. on va avoir la difficulté. Ou au contraire, on va toujours chercher quelqu'un qui ressemble à notre, entre guillemets, notre agresseur. Tu comprends? Donc, dès que la personne, par exemple, on va voir physiquement la personne ressemble à notre père. Ensuite, la façon de réagir de la personne ressemble également à notre père. La personne nous fait souffrir comme notre père nous a fait souffrir. On va essayer de se rapprocher de cette personne-là. Et à la minute que cette personne-là devient douce, gentille, on va s'en éloigner. Tu comprends? Mhm. Ça aussi, c'est un autre signe. Il y a même des maladies qu'on a.
qui peuvent nous démontrer que, il y a encore des blessures qui sont non résolues. Puis ça peut être des maladies, par exemple, des ulcères d'estomac, OK? Moi, dans mon cas, une des façons que je sais que c'est ma blessure qui parle, c'est que j'ai des crises d'asthme. Parce qu'en fait, je ne fais pas d'asthme en passant, OK. mais j'ai juste des crises d'asthme. Donc, qui arrivent à certaines situations. Par exemple, quand j'ai besoin de m'exprimer et que je ne peux pas m'exprimer comme je voudrais m'exprimer, donc je me referme sur moi-même. En même temps, mes poumons se referment aussi. Tu OK. comprends? Donc, moi, chez moi, c'est un signe que, ah, OK, il y a quelque chose que je dois dire. Même que c'est drôle parce que ça arrive, par exemple, je commence à m'étouffer, donc la crise d'asthme commence. Et là, automatiquement, chérie va me regarder et va dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de dire que tu n'as pas dit? Tu comprends? Donc, même Mhm. les gens chez moi commencent à le reconnaître aussi. Il y a d'autres choses comme de l'hypertension, par exemple, OK? Ou des douleurs musculaires chroniques. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui a peur du changement, mais cette personne-là pourrait avoir des problèmes de genou. Parce que tu vois, le genou, comment ça s'appelle? C'est une partie du corps qui est supposée être flexible. Tu comprends? Mais vu que tu manques de flexibilité, tu vas avoir mal au genou. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir mal au cou régulièrement parce que ces gens-là regardent toujours vers l'arrière au lieu de regarder vers l'avant. Tu vois, Mhm. c'est des petites choses comme ça que quand on est dedans, comme j'ai dit, on ne le remarque pas, mais c'est quand on entame notre processus de guérison, c'est là qu'on remarque ça. Il y a d'autres choses aussi, donc ça c'est plus physique, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent nous montrer ça. Par exemple, des sentiments inexpliqués de tristesse. Écoute, on est toujours triste, même s'il y a des situations qui devraient nous rendre heureux, on est triste pareil. Il y a des situations qui nous mettent en colère et pourtant, ça ne devrait pas nous mettre en colère. Il y a d'autres situations qui causent de l'anxiété, par exemple. Par exemple, on va commencer un nouvel emploi. Au lieu de penser à toutes les belles choses qui vont nous arriver, on va penser à, OK, donc, je suis sûre qu'il y a au moins 3 personnes qui vont pas m'aimer. Il y a au moins 4 personnes qui vont me juger. Il y a au moins 5 personnes qui vont me dire que mon travail n'est pas bien fait avant même de débuter l'emploi. Tu vois, ça encore, c'est un signe de blessures non résolues. Tu vois, on va déjà anticiper comment est-ce que notre patron va nous parler. Est-ce qu'il va nous parler comme notre mère nous parlait? Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Tout ça, ça montre aussi la présence de blessures non résolues. Mais maintenant, quels sont les premiers pas concrets que l'on peut entreprendre pour identifier, accepter et transcender ces blessures afin de libérer notre chemin spirituel? La première chose à faire, c'est de prendre conscience. Donc, de prendre conscience qu'il y a un problème. Parce que tout autant qu'on ne réalise pas qu'il y a un problème à résoudre, on n'ira pas chercher de solution. OK? Donc, le premier pas, c'est vraiment la prise de conscience. Ensuite, on a l'introspection. Donc, au lieu d'accuser les autres, il faut aller voir à l'intérieur de soi. Donc, qu'est-ce qui a fait que moi, je réagis ainsi à telle ou telle situation? Faut pas dire, oui, mais chaque fois que lui ou elle fait ci, ça m'énerve. Non, il faut aller voir pourquoi est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce qui fait que ça m'énerve? Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi? Donc, l'introspection est très importante. Et l'autre chose qui est très importante aussi, c'est l'éducation sur le sujet. Il faut s'informer. Parce que si on sent que quelque chose ne va pas, notre corps nous le dit, il y a quelque chose qui ne va pas, la façon que notre corps va réagir, il est en train de nous le dire. Donc, il faut s'éduquer là-dessus. Il faut aller chercher des ressources. Il faut s'informer. On n'a pas le choix. Si on veut guérir, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'autre chose aussi, c'est important de reconnaître qu'il y a des blessures, mais il ne faut pas essayer de les enrayer ou essayer de, comment ça s'appelle, les enfouir, comme on dit, sous le tapis. Il faut accepter l'existence de ces blessures-là. Parce qu'une fois qu'on les accepte, qu'on en prend conscience, là, on peut les guérir. Mais si on fait semblant qu'on n'a pas de blessure, ou si on veut pas montrer aux autres qu'on a des blessures, on veut pas que les gens nous voient sous notre air le plus vulnérable, on réussira jamais à les guérir, ces blessures-là, parce qu'on fait semblant qu'elles n'existent pas. Et c'est pas parce que on fait semblant qu'elles n'existent pas
qu'elles vont s'effacer. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc, c'est important de les accepter pour ensuite les guérir. Les autres choses aussi, c'est la thérapie. La thérapie, elle peut être individuelle, elle peut être familiale. Moi, j'ai fait une thérapie individuelle, j'ai fait aussi une thérapie familiale. Il y a aussi, si besoin est, il y a les psychologues qui sont là. Si le psychologue, c'est pas assez, il y a les psychiatres qui sont là. Il faut pas en avoir peur. Je sais que dans notre communauté, c'est encore tabou d'aller voir un psychologue, un psychiatre, mais il faut pas. Ils sont là pour ça, pour nous aider. Une autre chose aussi qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'était l'écriture, dans ce qu'on appelle le journaling. OK? Donc, on a son livre à côté de soi, on écrit comment on se sent, on écrit, des fois, on vit des situations, puis on n'a pas les mots à l'instant où la situation se passe. Les mots apparaissent beaucoup plus tard. Donc, quand ces mots-là apparaissent, on peut les écrire. On peut dire, OK, j'aurais peut-être dû dire ça. Voici comment je me suis sentie à cet instant-là. Voici comment je me sens maintenant. Il y a aussi, comme je parlais tout à l'heure, la méditation qui peuvent aider à identifier différents schémas. Ensuite, comme je disais, travailler la thérapie, travailler avec un thérapeute spécialisé. On peut aussi aller voir quelqu'un dans un cadre spirituel. C'est possible aussi pour libérer les émotions. Donc ça, c'est une autre étape importante vers la guérison. Mais l'important, comme j'ai dit, quand on en prend conscience, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure. Parce que des fois aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on a conscience des blessures, on va aller voir des gens qui sont proches de nous. On va aller voir des gens qui nous sont familiers. Mais c'est pas parce que ces gens-là sont proches de nous, qu'ils nous connaissent bien, ben, en fait, ils pensent nous connaître, ou ces gens-là, en fait, connaissent la version de nous-mêmes qu'on leur a montrée. C'est pas pour ça qu'ils peuvent nous aider. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas les bonnes ressources, les bons outils, qui n'ont pas la bonne formation pour nous aider. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'aller aussi voir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a étudié là-dedans, quelqu'un qui va nous comprendre et quelqu'un qui va nous aider. Mhm. Voilà. Il y a une question que j'ai j'ai envie de te poser. Tu as Uh-huh. parlé un petit peu tantôt, mais c'est que, par exemple, comment ces blessures transgénérationnelles affectent-elles nos relations intimes, amicales ou même professionnelles? En fait, ce qui va arriver, c'est que une des plus grandes blessures, en fait, il faut le savoir, c'est l'abandon, le rejet. Et Mhm. ça, ce sont les plus grandes blessures. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont vraiment celles qui font le plus de mal parce que ce sont celles qui sont le plus présentes. Ok. Ce qui va arriver, c'est que ces blessures-là vont se manifester de façon, par exemple, la personne avec qui on est va nous dire, OK, ben, je sors, je reviens. Juste ça, ça peut créer de l'anxiété chez quelqu'un. Mhm. OK, la personne peut se dire, ah ben voilà, tu m'abandonnes. Ou juste le fait que la personne dise, OK, écoute, aujourd'hui, je vais sortir avec mes amis, demain, je sortirai avec toi. Donc là, automatiquement, ça peut déclencher cette blessure de l'abandon, cette peur que la personne nous rejette parce qu'elle dit, ah, OK, donc si tu sors avec tes amis, mais tu sors pas avec moi, c'est parce que peut-être que tu as honte de moi, peut-être que tes amis vont me juger. Tu comprends? Donc, ça va automatiquement créer ce genre de réflexion-là qui n'a pas lieu d'être. Il y a aussi la difficulté à faire confiance. Ça arrive tellement souvent. On a tellement été blessés dans notre vie, on n'a tellement pas eu de gens qui étaient là comment ça s'appelle, qui nous donnaient du réconfort, qu'on ne fait plus confiance à personne. Même la personne qui va venir vers nous les bras ouverts avec un cœur pur, ça va déclencher une peur. On va se dire non, c'est pas normal que cette personne-là soit aussi gentille avec moi. C'est pas normal que cette personne-là soit douce avec moi. Et pourtant, c'est juste la blessure qui parle. OK? Il peut aussi avoir des réactions émotionnelles disproportionnées. Tu sais, des fois, les gens disent, ah ben, les petites jalousies, c'est beau. Non, non, non. Les jalousies, il y a des jalousies qui ne sont pas normales, OK? Il Les y a des comportements jalousies. toxiques. Écoute, il y a des jalousies qui n'ont juste pas de sens. Mais pourtant, là, tu serais surpris du nombre de personnes que j'entends dire, si mon copain ou ma copine, s'il n'est pas jaloux, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Non, parce que il y a des jalousies, tu vois, puis en plus, des fois, il y a des gens qui sont pas jaloux, ils sont juste territoriaux, OK? Mais il y en a d'autres, c'est des jalousies
possessives, c'est des jalousies excessives. Et ça, c'est pas normal. Parce que ça, encore une fois, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur que, OK, ben si je marche avec mon copain et qu'il regarde une autre femme, automatiquement, il va la trouver plus belle que moi, plus intelligente que moi, il va partir avec elle. Pas du tout. Parce qu'en plus, une autre petite parenthèse, c'est qu'il faut savoir, même si tu es en couple, tu ne deviens pas aveugle. OK? Donc, des belles femmes, il y en a. Des hommes qui sont beaux, il y en a d'autres. Donc, c'est pas parce que la personne est avec toi automatiquement elle devient aveugle, donc elle ne voit plus personne. Non, elle va voir d'autres personnes. Mais si elle choisit d'être avec toi, c'est parce que c'est toi qu'elle aime. Tu comprends? Donc, c'est pour Ah ça que oui. je te dis, oui, écoute, c'est pour ça que je te dis quand c'est vraiment disproportionné, parce qu'il peut avoir, exemple, des petites jalousies. Exemple, je suis avec toi, on est en train de souper et tu es toujours sur ton téléphone en train de rire, tu ne m'occupes pas. Là, ça peut être, écoute, tu peux lâcher ton téléphone, s'il te plaît, on est ensemble. Donc, il peut avoir une petite jalousie, laisse ton téléphone tranquille, reste avec moi. Tu comprends Mhm. ce que je veux dire? Ouais. Ça c'est normal. Mais si tu as des réactions, écoute, que tu vas faire une crise parce que la personne sourit par exemple, comment ça s'appelle, à la serveuse, là, on a un problème. Mhm. Tu Mhm. comprends? L'autre chose aussi comment ça peut affecter nos relations, c'est que ça va provoquer des conflits répétés. C'est toujours la même chose, toujours le même conflit que tu as avec tout le monde. Mais il faut réaliser que si tu as le même conflit avec tout le monde, le problème, c'est pas tout le monde. Le Mhm. problème vient de toi. Tu comprends? Il y a aussi des patterns relationnels qui vont devenir toxiques. Tu comprends? Autant euh, donner trop d'espace à quelqu'un, ça peut être toxique. Autant l'étouffer dans la relation, ça peut être toxique. Maintenant, quand on parle de milieu professionnel, ça peut affecter, par exemple, la dynamique que tu vas avoir avec ton patron. Ou bien ça peut provoquer aussi des conflits interpersonnels qui sont liés à d'autres schémas. Par exemple, si un de tes parents était très autoritaire, si ton patron est autoritaire, ben automatiquement, ça va générer un conflit. Tu vas toujours être sur la défensive avec cette personne-là parce qu'elle va te rappeler le parent autoritaire, justement. Donc, quand tu vas avoir une interaction avec ton patron, c'est pas ton patron que tu vois, c'est ton père ou ta mère. Mhm. Donc là, automatiquement, tu vas réagir et par moment, tu vas redevenir l'enfant qui est devant son parent, donc tu ne sauras pas comment réagir. Il y a des gens, écoute, il y a des gens qui pleurent en pleine réunion à cause de ce que le patron a dit parce que ça leur a rappelé quelque chose qu'un parent a dit qui leur avait fait mal. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, écoute, tu ressembles à mon père, mais là, tu n'es pas mon père et je suis adulte et qui vont avoir encore une fois une réaction disproportionnée. Donc, soit ils vont se mettre à crier sur le patron aussi, ou ils vont aller dans leur coin bouder. Tu comprends? Mais c'est pas une réaction d'adulte normale. C'est pas une réaction saine, si tu veux. OK? Parfait. Ça peut arriver aussi. Si les collègues de travail font une critique, même si c'est une critique constructive, automatiquement, toi, tu vas le prendre comme si c'était une critique pour te détruire. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que les blessures peuvent affecter C'est super nos relations. intéressant. Puis, des Ici. fois, écoute, on s'en rend même pas compte, hein. Ouais. C'est fou. Ça peut être quelque chose d'aussi anodin que tu portes une chemise. Quand tu t'es regardé dans le miroir, tu as dit, oh, wow, j'aime vraiment ma chemise, j'aime vraiment la couleur, j'aime comment elle me fait, j'aime la coupe. Donc, tu es content de ta chemise. Mais arrivé au travail, il y a quelqu'un qui va dire, ah, wow, Kenley, ta chemise, elle est bleue. C'est différent. J'ai jamais vu du bleu sur toi. C'est tout Mhm. ce que la personne va dire. Mais toi, dans ta tête, parce que tu as les blessures où est-ce que les gens te rejetaient, les gens critiquaient ton apparence, tu vas dire, ah ben c'est ça, là, il m'a dit ça parce que ma chemise, finalement, elle n'est pas si belle que ça. Et Mhm. plus jamais tu vas remettre cette chemise-là. Pourtant, c'est pas ça que la personne t'a dit. La personne t'a juste dit, je t'ai jamais vu en bleu. Tu comprends? Oui. Donc, Ouais. juste ça, c'est les blessures souvent qui parlent. Parfait. C'est une édition très, très, très intéressante et j'apprends beaucoup. Vraiment, j'apprends beaucoup. Et j'aimerais te demander aussi comment, par exemple, on Mhm. peut renforcer la résilience familiale pour éviter que ces blessures ne se transmettent aux générations futures. Une des façons de renforcer la résilience familiale, ça va passer par la communication.
Mais quand on parle de communication, on parle de communication saine, de communication ouverte. OK? Il y a aussi la guérison collective. Donc, il faut savoir que la guérison, souvent, quand toi, tu te guéris, c'est ton arbre généalogique aussi qui est en train de guérir en même temps. Mhm. OK? Donc, tu invites les gens dans ta guérison, tu invites les gens à guérir avec toi aussi. L'autre chose aussi c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'éducation sur le sujet. Une autre chose qui est importante, c'est vraiment, je dirais, il faut encourager les familles à parler de leur histoire. Il y a des histoires qui sont difficiles, il y a des histoires qui font mal, il y a des histoires qui sont très dures à entendre, mais il faut en parler. Il faut pas le cacher. Il Mhm. faut pas en avoir honte non plus. OK? Faut aussi savoir reconnaître les traumatismes du passé parce que quand tu reconnais les traumatismes que toi-même tu as eus, tu vas pas les imposer aux autres parce que tu sais à quel point ça fait mal et tu comprends ce que ça va prendre par la suite pour guérir. Tu vois, ma professeure justement qui m'a aidée avec la guérison émotionnelle, Mhm. elle nous disait tout le temps, il faut se souvenir que pour un mot méchant que tu as entendu, tu as besoin de 10 mots gentils pour faire la balance. Wow. Tu comprends? Fait que il faut penser à tous ces mots-là nous, on a entendus qui nous ont fait mal et il faut pas les répéter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, déjà là, de reconnaître les traumas. Puis quand on parle de traumatisme, des fois, les gens pensent à des traumatismes physiques. Tu sais, comme on dit, s'il n'y a pas de marque, ben, c'est pas arrivé. Ben non, des fois, les marques sont invisibles. Parce que des fois, ce sont les mots qui ont blessé les gens, qui ont blessé. Écoute, les mots peuvent te blesser plus profondément qu'un coup de bâton. Tu vois, regarde, on connaît tout ça, les coups de ceinturon, là, OK? Mais il y a des coups de ceinturon qui font beaucoup moins mal que des mots. Écoute, quand ton parent te dit tu seras jamais bon à rien, il y aura jamais personne qui va t'aimer, tu vas toujours être tu vas toujours être un mendiant. Tu vois, ces mots-là, ça a l'air de rien, on les entend souvent, c'est devenu presque normal dans notre communauté, mais c'est pas des mots qui font du bien. Et c'est des mots qu'on va savoir plus tard à quel point ces mots-là ont eu un impact négatif dans nos vies, tu comprends? Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut travailler ensemble pour surmonter les traumatismes. C'est comme ça qu'on va prévenir la transmission de ces blessures-là. Donc, les blessures que moi j'ai eues, si je les reconnais et que j'évite comment ça s'appelle, de les transmettre à mes enfants, mais j'ai peut-être une chance que leurs enfants ne le vivent pas et que les autres enfants des autres générations ne le vivent pas non plus. Il y a aussi d'autres pratiques qu'on peut faire en famille. Exemple, il y a des rituels de guérison, de pardon, où est-ce qu'on écrit ensemble tout ce qui nous a fait mal et ensuite on peut prendre ces papiers-là, on les déchire. Il y a différents rituels. Ça dépend vraiment de notre dynamique familiale. OK. OK? Il y a aussi la création un espace sécurisant, un espace qui n'a pas de jugement pour qu'on puisse s'exprimer. Tu vois, l'expression émotionnelle, c'est essentiel. Tu comprends? Des fois, on regarde les enfants, soit ils vont pleurer ou bien ils vont essayer de nous dire quelque chose et on va les repousser. Tu comprends? Des fois, il y a des petits garçons qui vont pleurer et on leur dit, qu'est-ce que tu fais? Un homme, ça pleure pas. Il faut pas faire ça. Tu comprends? Il faut leur Un donner homme, cet ça pleure espace-là. aussi. Ah oui, il y a une chanson en plus de Ginette Renault qui Ouais. dit Ça pleure aussi un homme. J'aime tellement cette chanson-là, OK? Tu comprends? Mais il faut arrêter de dire ça. Il y a aussi le syndrome de la femme forte, la femme noire forte. Arrêtez, ça n'existe pas. Tu comprends? La femme est forte ou elle l'est pas, c'est correct. Tu comprends? Mais tout ça, c'est important d'avoir un espace où est-ce que autant nos enfants, autant notre conjoint, autant nos amis, nos frères, nos sœurs, il faut avoir un espace qui est sécurisant, sécuritaire, où est-ce que la personne peut se déposer, où est-ce que la personne se sent libre d'exprimer ce qu'elle ressent réellement et non pas ce qu'elle pense qu'on a envie d'entendre.
Par exemple, pour ceux qui sont des parents, et même ceux qui sont pas parents, si un enfant vient vous voir, même s'il vient vous raconter sa journée, il répète 45 fois la même chose, laissez-le s'exprimer. Parce que là, cet enfant-là, ça va lui montrer, OK, donc la porte de maman, elle est ouverte. La porte de tonton, elle est ouverte. Donc, je peux lui parler, je peux m'exprimer, je peux être moi-même. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces enfants-là, ils vont devenir des adultes renfermés sur eux-mêmes. Et puis plus tard, ils nous appelleront pas, ils vont pas communiquer avec nous. Et puis on va se poser des questions. Pourquoi mon fils me parle pas? Pourquoi ma fille me parle pas? Ben, c'est parce qu'on leur a jamais donné cet espace-là. On leur a jamais montré que avec moi, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de souci. Tu peux me parler, tu peux t'exprimer comme tu le souhaites. Tu comprends? Tant que ça reste, on s'entend dans le respect, là. Mais tu peux t'exprimer, inquiète-toi pas. C'est pas parce que je suis en situation d'autorité par rapport à toi que je ne vais pas t'écouter. C'est pas parce que tu es plus petit que moi que je vais pas t'écouter. Toi, il y a la phrase là, j'ai oublié c'est quoi la phrase exacte, mais je la trouve tellement belle, c'est comment ça s'appelle? Il dit il y a pas c'est quoi encore? Je suis sûre que tu la connais, qui parle de la grandeur d'un homme, mais la Mhm. grandeur d'un homme, tu la mesures vraiment quand il s'agenouille, quelque chose comme ça. En tout cas, je vais chercher la phrase, mais je suis sûre que tu la connais. Mais encore une fois, une des meilleures façons de communiquer avec un enfant, justement, c'est pas en restant debout et lui montrant qu'on est plus grand que lui, c'est en s'agenouillant à sa hauteur. C'est là que l'enfant vous écoute en passant, là. Certains parents, là, qui comprennent pas ça, essayez ça au même moment donné, OK? Essayez de parler à l'enfant, vous allez voir, il va vous écouter à moitié. Mais mettez-vous à genoux devant lui, regardez-le dans les yeux, je vous garantis qu'il va vous écouter. Ça, je vous parle par expérience. Parfait. Donc, j'espère que les parents qui nous écoutent prennent note par rapport à tout ça. Ma dernière Mhm. question, c'est que est-ce qu'il y a des livres ou des films que tu peux nous référer pour ces gens qui sont intéressés à aller approfondir le sujet? Oui, écoute, il y a plusieurs livres. Il y a des livres comment ça s'appelle, Paulo Coelho. Ça, c'est le top. OK? Si vous voulez partir sur une quête spirituelle, Paulo Coelho, c'est un de mes auteurs préférés. Puis, tellement que je l'aime, je pourrais même pas te dire un livre qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous magnifiques. Il y a un autre livre que tu m'avais offert, justement, là. Mais là, le titre exact me... Le titre exact Ces m'échappe. blessures qui Est-ce nous empêchent d'être nous-mêmes? Non, c'est pas celui-là. C'était... comment ça s'appelle, là? C'est de Paolo? Frédéric le Noir, je pense. C'est quoi le nom encore? Jusqu'à la fin du monde, quelque chose comme ça. J'ai oublié c'est quoi le titre, mais bon. Ça, c'en est un autre. Des films, mon Dieu. Il y a un film, j'ai oublié c'est quoi. C'est pas un film, mais c'est une série turque. Faudrait que je te revienne Le avec chemin de le. l'Olivier. Oui, oui, voilà. J'adore. OK, ça c'est vraiment important. Sinon, tous les livres qui parlent de pratiques spirituelles comme la méditation, par exemple, il y a le Reiki aussi, l'hypnose. Ce sont des livres très intéressants. Il y a le livre les 5 blessures qui parle vraiment des blessures les plus populaires, entre guillemets, mais ça vous donne beaucoup d'exemples de comment ces blessures-là affectent notre façon d'être, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un très, très bon livre aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous Le recommander livre aussi? Écoutez, dont tu mhm. parlais, c'est Juste après la fin du monde de Juste, Frédéric Lenoir. voilà. C'est un livre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Il quoi y a d'autre? Conte Mhm. à guérir, Conte à grandir aussi de Jacques Salomé. On avait parlé aussi Oui, de ce livre. oui, oui, oui. Je pense même que, est-ce que je pense que je l'avais lu pendant une heure du conte aussi. J'avais lu, lui aussi, ce sont des très, très bons livres. Oh, une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est justement les contes pour enfants. Écoute, il y a tellement de leçons de vie là-dedans, mais quand on le regarde, parce qu'on les, tu sais, il y a des contes qu'on a écoutés en tant qu'enfant, mais il y a des contes qu'on va relire ou réécouter en tant qu'adulte, et tu vas voir, ça va être totalement différent. Donc, c'est intéressant aussi les contes pour enfants.
Mon Dieu, quel autre livre là, que j'ai dans ma bibliothèque? J'en ai tellement. Je Mais pense que oh, il y a un autre. jusqu'à présent, tu as donné beaucoup, hein. Oui, il y a un autre livre, ça dit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ouais. Celui-là aussi, il est très intéressant comme livre. Ça peut aussi, ça peut aider pour le cheminement parce que ça nous aide vraiment à, comme j'ai dit, se connaître. Parce que c'est ça, en fait, le cheminement spirituel, hein. C'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à reconnaître, comment ça s'appelle, reconnaître nos schémas. Il faut apprendre à reconnaître nos déclencheurs. Ça fait toute partie du Mhm. cheminement spirituel aussi, là. C'est très important. Parfait. En tout cas, vraiment, merci. C'est vraiment un très bon épisode. J'aime vraiment. Eh bien, mesdames, messieurs, on arrive à la fin. Vraiment, c'est la fin. Déjà, Donc, ok. ouais, Ça, c'est déjà. la partie que j'aime pas. Eh bien, alors que, mesdames, messieurs, notre conversation avec Sylbert touche à sa fin, nous emportons avec nous non seulement des réflexions, mais des résonances profondes qui nous invitent à explorer notre propre racine de nos chemins spirituels. Sylbert nous a offert un aperçu de sa quête personnelle, teintée de spiritualité, de sens et de guérison transgénérationnelle. Eh bien, ce dialogue nous rappelle que chaque pas dans la compréhension de notre passé et dans l'embrassement de notre parcours spirituel est un pas vers la libération de notre propre histoire et potentiellement celle des générations à venir. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir accompagnés dans cet échange enrichissant. Puis ce voyage avec Sylbert vous inspirer à questionner, à guérir et à grandir. Et Sylbert, s'il y a un dernier mot, ce serait quoi? Un dernier mot, c'est d'écouter son âme. J'aime ça répéter ça aux gens. Écoutez votre âme parce que il y a toujours une petite voix, souvent à chaque étape de notre vie, surtout quand on a quelque chose qui nous aime, qui nous passionne. Il y a toujours une petite voix qui va nous dire non, n'y va pas, tu vas te faire mal. Souviens-toi quand tu t'es blessé la dernière fois. Cette voix-là ne nous appartient pas. Cette petite voix-là, malheureusement, appartient justement à nos fantômes du passé et cette voix-là appartient à nos blessures intérieures qu'il faut guérir. Donc, écoutons plutôt notre âme parce que notre âme, les paroles de l'âme sont toujours douces et bienveillantes. Donc, écoutez-vous, apprenez à vous connaître et ne laissez pas l'étiquette des autres vous définir. C'est à vous à vous connaître et à dire aux autres qui vous êtes et non pas le contraire. Donc, ça, c'était le mot de la fin. Que j'aime pas le mot fin, mais bon. Jusqu'à la prochaine fois. Merci, Sylbert, et puis à la prochaine sur le chemin du pèlerinage, mesdames, messieurs. Merci à toi. Merci encore une fois pour l'invitation et on se dit à la prochaine. Merci.